désormais de scénaristes, de caméras, de tournage, d'acteurs et d'actrices. Mais pourquoi les jeux empruntent-ils de plus en plus au code du cinéma? This is our story. Lights, camera, action! What are you doing in my dorm? You're such a nosy bitch, Max. Life is Strange, c'est un jeu qui est sorti en 2015. On y incarne Max et j'aimerais bien que tu m'en dises un petit peu plus sur le rôle que tu as eu dans le jeu. En fait, on vient tous d'une boîte qui s'appelle Dontnod. On a tous travaillé sur Remember Me, donc le précédent jeu de Dontnod. Et à la fin de Remember Me, l'équipe dirigeante de Dontnod est venue nous voir en disant « Bossez sur le projet que vous auriez envie de faire en tant que créateur de jeu. La seule chose qu'on vous demande, c'est d'utiliser une des mécaniques qu'on avait créées dans Remember Me, qui était la mécanique du rewind, de retour dans le temps. » Et à partir de là, voilà, moi, je suis arrivé avec cette petite histoire de Max, de Chloé, d'Arcadia Bay, etc. Voilà, ça m'a un peu sauté aux yeux de faire un truc sur l'adolescence, un peu la période où t'es jamais très sûr de tes choix, où chaque décision que tu prends, même si c'est pas trop grave, ça a pour toi une espèce d'énorme truc, d'énormes conséquences. Je trouvais que ça collait bien un peu avec ce mood-là, quoi. Quelles ont été tes influences pour faire ce jeu? Je suis un peu un enfant des années 80, donc moi, tu vois, toutes mes influences, c'est toutes les séries qu'on avait un peu à l'époque, les trucs comme Buffy, X-Files. Ah ouais, j'étais un peu biberonné à ça, plus Stephen King, évidemment, c'est un peu le mec qui m'a appris à lire et à écrire. J'ai tellement été élevé avec toutes ces références, je rêve de pouvoir les faire dans un film ou dans une série, sauf que voilà, en France, faire une série qui se passe dans l'Oregon, dans un truc un peu très lycéen, mais avec des codes à l'américaine, c'est quasiment impossible. C'est très compliqué. Donc du coup, quand on nous a offert la possibilité de le faire en jeu vidéo, ça a été le bonheur. C'est-à-dire que tout ce que j'ai toujours rêvé d'écrire ou de raconter, j'ai pu le faire. C'est vrai que ça ressemble beaucoup à un film, on le voit sur les plans, c'est exactement ça. Encore une fois, ça c'est des cinématiques, tu vois. Le fait de ne pas montrer Max toute nue, de choisir les cadrages avec ce genre de choses, voilà. C'est pour ça que ça s'appelle cinématique. Tu vois, c'est vraiment une scène où tu diriges les acteurs, où tu fais de la mise en scène et où tes plans de caméra doivent racontent quelque chose. Oh, Max! Help! I'm stuck! Hold on, Chloé. Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que c'est la motion capture? C'est une technique de capture de mouvement. On prend des comédiens, on les met dans des espèces de combinaisons très moulantes et très étranges avec des capteurs de lumière. Et en gros, ils sont filmés par des caméras infrarouges. Donc après, ça dépend de la taille du studio, mais tu peux tourner entre 15-20 caméras, tu peux monter jusqu'à 300 caméras. Et en gros, ces caméras ne filment que les reflets de la lumière sur les capteurs et permettent en gros d'avoir une espèce de structure... Une sorte de squelette en fait. Exactement. La motion capture, ça permet d'avoir des mouvements les plus réalistes possibles, parce que c'est joué et incarné par des humains, et de gagner du temps et pour que les animateurs puissent se focaliser sur les petits détails et les visages. Yes! I did it! You okay? You saved me again! Crazy! Je présume que vous avez utilisé des comédiens. Pour tous les rôles, on va dire, de Life is Strange, t'as des comédiens, des comédiennes pour le coup, qui ont fait les personnages ce qu'on appelle le body, qui ont fait les mouvements du corps, et d'autres comédiennes, donc des américaines pour le coup, Ashley Burch et Anna Tell pour Max et Chloé, qui ont fait les voix. D'accord, ok. I better get dressed and go give back Kate's book. Moi, je jouais Max. Max était la personnage principale. Elle était très timide, du coup, il fallait que j'ai une pose très timide tout le temps. Mais après, c'est vrai qu'il faut être à l'aise avec son corps. Tu dois savoir comment il dégage, qu'est-ce qu'il dégage. Même dans les scènes, quand je marchais, quand j'allais d'un bout à l'autre, il fallait que toujours je me souvienne, ah oui, elle est timide. Du coup, je marche un peu comme ça. Ta-da! I do love a clean room. Very zen. Je trouve que c'est plus dur de jouer dans un jeu vidéo que dans un film, parce que t'as pas beaucoup de repères, c'est pas très... tout est un peu flou. Of course you just spilled soda on Kate's book. Moi, je trouve ce jeu vraiment magnifique. J'étais vraiment très agréablement surprise. Et parfois, je reconnaissais mes mouvements. Et je reconnaissais mes dents, je reconnaissais ma marche, je reconnaissais quelques mouvements. Du coup, ça me faisait très bizarre de me voir comme ça. Aha, you sneaky book. You're mine. Comment ça se passe un tournage avec la motion capture? La particularité, c'est qu'en général, c'est des studios qui sont vides, parce que vu que les caméras ne captent que la lumière,
on essaie d'avoir le moins d'interférences possible avec des objets pleins. C'est-à-dire que par exemple, une table dans un studio de motion capture, ça sera une table en grillage pour laisser passer la lumière. La chambre de Max ou quoi, on fait figurer les objets, on met des marques au sol en disant tiens voilà, le lit il est ici. Sinon, ça se passe un peu pareil que sur un vrai tournage, avec moteur, action, on fait la scène, coupée, elle est bonne ou pas. L'avantage de la motion capture, c'est que si la scène est bonne, on peut passer à une autre. Au cinéma, quand une scène est bonne, ok, coupé, et on refait la scène sous d'autres angles de caméra. Nous, une fois que la scène est bonne, en une take, on peut la garder dans l'ordinateur, vu que toutes les caméras qu'on va mettre ensuite vont être des caméras virtuelles. Ouais, là, par exemple, pour cette scène avec le fauteuil roulant, c'est pareil, vous avez mis quelqu'un dans un fauteuil roulant pour tout capturer et tout. Pour cette scène-là, on l'a tournée qu'une seule fois, et ensuite, on a fait les plans de caméra en virtuel derrière. Est-ce qu'il y a presque plus de possibilités qu'au cinéma? Tu as la liberté totale de mettre les caméras où tu veux. Mais le danger, c'est de faire du plan pour du plan. Oui. Et que voilà, après, du coup, il faut toujours essayer de se restreindre un petit peu. Limiter, ouais. Ouais, de se dire, voilà, c'est aller vraiment à l'essentiel. Quand on parle de motion capture, on va penser nécessairement au réalisme, notamment au niveau des visages. Quelle a été votre volonté, en fait, à vous? Alors, c'est vrai que nous, sur Life is Strange, oui, on a des personnages humains avec des yeux, des bouches, etc. Mais maintenant, on voulait pas aller, par exemple, dans un côté ultra-réaliste, parce que le jeu il est sorti en 2015, donc ça fait 3 ans. Tu peux encore le jouer aujourd'hui sans que ça fasse « Oh putain, ouais, ça a mal vieilli ». Du coup, cette direction artistique vraiment assumée avec les coups de pinceau, ce côté peut-être même un peu dessiné, c'est ce qui, à mon sens, fait la force de Life is Strange. Tu me parlais de votre choix de ne pas faire dans le photoréalisme. Moi, justement, je voulais te montrer un jeu qui s'est plutôt orienté là-dedans, qui est un de mes jeux fétiches de l'année 2017. C'est Hellblade: Senua's Sacrifice, qui est un jeu qui se passe à la période viking. Et qui est aussi ma grosse claque de l'année dernière, qui est un des jeux que j'ai préféré l'année dernière. Donc c'est parfait. You might think she's brave to go on this journey on her own. Il n'y a pas vraiment de tutoriel dans ce jeu, en fait. On nous pose là, on nous montre cette cinématique, et après, on va devoir découvrir un peu par soi-même. Dans un jeu vidéo, entre guillemets, classique, comme on imagine le jeu, t'as toujours beaucoup d'indications à l'écran. T'as ta jauge de vie, t'as les armes que tu vas choisir, t'as une carte en bas. Là, pour le coup, ils sont vraiment allés au cœur de leur expérience en disant, voilà, un peu comme notre héroïne, on vous met face à un monde que vous connaissez pas, et vous, en tant que joueur, vous allez être, entre guillemets, aussi perdu qu'elle. Pour moi, en fait, c'est vers ça que le jeu vidéo tend, c'est des œuvres de plus en plus jusqu'au boutiste, en fait. Comme aujourd'hui, dans le cinéma, t'as autant de films que de public, c'est-à-dire t'as autant des films d'auteur que des films d'art essai, que des gros blockbusters, que des films que des thrillers, que des... Et je trouve que justement, aujourd'hui, avec le jeu vidéo, on arrive à faire des œuvres de plus en plus jusqu'au boutiste, avec une direction artistique de plus en plus affirmée, des propos même de plus en plus affirmés. Et en parallèle, on a toujours les gros blockbusters ou les jeux indépendants. Enfin, ça devient de plus en plus intéressant, en fait, le jeu vidéo. Tu vois, c'est horrible à dire, mais le côté où Senua, c'est pas un canon de beauté. Oui. Tu vois, où tu fais n'importe quel jeu, entre guillemets, en mode blockbuster, eh ben, ils auraient pris une comédienne ultra jolie, ils lui auraient rajouté un peu de boobs parce que ça fait vendre. Mais là, pour le coup, le fait d'avoir choisi une actrice qui n'est pas un canon de beauté, mais qui a juste sa rage et sa détermination avec elle, je trouve ça brillant. Ouais, et en plus de ça, l'actrice qui joue Senua, à la base, elle n'était pas du tout actrice. C'était la monteuse qui a fait les tests et qui a complètement collé avec le personnage. D'accord, mais je savais pas. Là, on est en train de passer une poutre. Les mouvements, ils te semblent réalistes? Ils ont dû le tourner comme ça, c'est-à-dire mettre une fausse poutre au sol. C'est vraiment au millimètre. Les mecs ont fait vraiment un travail assez fou, quoi. Là où ils ont été précurseurs, c'est que sur leurs écrans de contrôle, sur leurs combos, ils avaient le retour in-game. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà les décors et tout à l'intérieur, c'était sublimissime. Donc ouais, ils avaient déjà une vision exactement. de ce que ça allait donner vraiment de suite, quoi. La vision du jeu définitif. I'm not gonna let him rot here. You're the one rotting here. Leave me alone. You will die here. No. Ce procédé dont tu parles, c'est de la motion capture en temps réel. C'est même plus que ça, c'est de la performance capture en temps réel. La différence entre motion capture et performance capture, c'est que la performance capture, tu captures la totalité d'une scène. C'est-à-dire que tu captures la voix, le visage avec des marqueurs et les mouvements du corps.
La manière dont c'est mis en scène avec elle qui te regarde et qui flippe, c'est mortel. Il y a quelque chose quand même dans le jeu vidéo qui a toujours posé problème pendant longtemps, c'était le regard. Surtout quand on se veut réaliste. Il y avait parfois des jeux qui étaient hyper bien faits, mais le regard était parfois un peu vide. Un peu vide et surtout pour les jeux réalistes. Et là, en fait, on sent pas... elle a presque une âme, en fait, quand on la regarde. Et je pense que c'est ça qui produit cette empathie ultra forte envers le personnage. Et de toute façon, c'était aussi l'enjeu, parce que si tu fais des regards caméra... Si t'as rien derrière, si t'as un espèce de personnage avec des yeux de poisson à moitié mort et tout. Enfin non, ils ont vraiment fait un travail hyper impressionnant là-dessus. Et tu vois, en plus la caméra, elle fait que du plan séquence, je crois. Ouais. T'as jamais de cut. Tu vois, tu passes du gameplay quand tu tombes, hop, tu remontes. Et là, dès que tu vas repartir en gameplay, hop, la caméra va se replacer juste derrière toi exprès au bon moment. Donc c'est super fort. Ça, c'est mortel. Ouais. Carrément, c'est une scène de cinéma, quoi. Ouais. The darkness does not bargain. It does not reason. It is rot. Avec Hellblade, on a vu que le jeu d'acteur, c'était hyper important. Il y a des jeux qui font le choix d'utiliser des acteurs très connus pour incarner leur personnage. C'est le cas notamment de Beyond Two Souls, qui est sorti en 2013, où on va notamment pouvoir retrouver Ellen Page dedans. Est-ce que, selon toi, ça répond à une sorte de fantasme de pouvoir incarner un acteur qu'on connaît ? En tant que joueur, oui, je pense que ça te place directement dans un espèce justement, comme tu dis, de fantasme. Cool, je vais pouvoir incarner le héros que j'aime bien. Après, voilà, ça permet de faire une communication sur autre chose que le gameplay, le graphisme, etc. En disant, ben voilà, on fait un jeu qui a tellement une volonté cinématographique, typiquement le jeu de Quantic Dream, c'est vraiment ça, qu'on en vient même à prendre des acteurs de cinéma connus et reconnus. Donc, regardez, ils nous ont fait confiance. Donc, on place le produit jeu vidéo à la hauteur du cinéma. T'as le sentiment qu'il va falloir de très bons acteurs pour susciter des émotions ? Non. Je pense que c'est un plus. C'est-à-dire que les émotions, effectivement, quand tu es un bon acteur, l'émotion que tu dois avoir à la base est tirée vers le haut, ça c'est indéniable. Par contre, pour moi, l'émotion, ça provient d'un tout. D'une bonne écriture, de bons graphismes, d'une bonne bande-son, d'un bon gameplay où t'es pas en train de lutter à chaque fois que tu prends la manette et tout. Enfin, l'émotion provient de tout ça, en fait. Super, alors on y va. Première carte. Ah oui, là, tu vas devoir, pour la première fois, utiliser ton pouvoir. La surprise. Bah, tu vois, voilà. Je me disais, bah, tiens, est-ce que c'est important d'avoir de bons acteurs et tout ? Oui, c'est important, surtout que là, tu vois, c'est un acteur où il n'y a pas eu de full performance. Donc, du coup, tu vois, sur son visage, on sent que c'est le visage qui a été probablement animé à la main. Enfin, il est beaucoup moins expressif que celui de Ellen Page ou de Willem Dafoe, ça c'est. Mais bon, ça reste quand même d'un très très haut niveau. Oui. Sérieux, qu'est-ce que c'est que ça ? Laisse-moi faire. On va mettre un truc de ce siècle. Quelque chose qui décoiffe. Là, on se retrouve vraiment dans les codes des films américains. Complètement. Tu vois un peu, bah, tu vois, typiquement la fête d'adolescente, où tu vois la nana un peu populaire, le sportif un peu du lycée, les mecs un peu à la cool et tout. C'est une écriture de scène de série. Ça commence plutôt bien. Donc d'abord, elle est angoissée, puis en fait, au final, ça va bien se passer, c'est plutôt cool, et forcément, ça va finir en drame. Allez. Ouais, j'ai hésité, hein. J'ai vu. J'ai hésité, je me suis dit, je vais me prendre un vent. Mais bon. Et du coup, tu vois, ce qui est cool, en revanche, dans ce genre de jeu à choix, c'est que la scène va se terminer de la même manière. Par contre, toi, en tant que joueur, t'as vécu une expérience. Ouais, c'est ça, tu vas pas la vivre pareil, ouais. Quantic Dream, c'est quand même un studio qui a vraiment ouvert une brèche au niveau de l'utilisation des acteurs, de l'écriture. Complètement. Pour être tout à fait honnête, là, c'est vrai qu'on parle de Beyond, qui n'est pas mon jeu préféré de chez Quantic, mais sans les jeux de Quantic Dream, sans Fahrenheit, sans Heavy Rain,
on n'en serait pas là. C'est vraiment David Cage, ça a été un précurseur à plein de niveaux. C'est grâce à lui et grâce à Quantic que les jeux narratifs sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on fait aux sorcières? On les brûle. Chopez-la! Là, on sent. On était sur le haut, la fameuse scène haute, et là, on va commencer la chute, là. C'est ça. Pitié, je veux sortir de là! Pitié, faites-moi sortir, je vous en supplie! Moi, je suis méchante. Je suis hyper méchante. Il faut. Voilà, ça t'apprendra. Allez. Ah, ouf. Bim. Ah oui, je pense que le micro-ondes, ça doit... Qu'est-ce que tu fais, Aiden? Là, tu vas trop loin! Allez, Voilà. Je fous vraiment le feu partout, là. C'est ça. Joyeux anniversaire. Tu trouves que c'est une évolution dans le jeu vidéo qu'on sache mieux raconter des histoires comme ça? Oui, vraiment. Là, pour le coup, on peut avoir aujourd'hui des jeux où justement l'histoire est au cœur de l'expérience. Au début des jeux vidéo, l'histoire, c'était juste un espèce d'enrobage de prétexte à du gameplay, à faire du scoring. C'était une espèce de petit truc un peu jeté par-dessus. Là, aujourd'hui, on a vraiment un style de jeu narratif. Est-ce que tu penses qu'on perd pas un petit peu parfois la dimension gameplay avec ce genre de choix? C'est toute la question. C'est la grande chose à laquelle il faut qu'on fasse hyper attention. C'est-à-dire, malgré tout, on ne fait pas un film, on ne fait pas une série. On fait avant tout un jeu. On a beau avoir la meilleure histoire du monde, on a beau avoir les meilleurs graphismes, on a beau avoir les meilleures bandes-son. Si c'est chiant à jouer et qu'on s'emmerde, le joueur, il n'aura pas envie d'aller au bout. Donc, il faut jamais oublier que le joueur doit participer et fait partie à part entière en fait, de l'histoire. Il faut toujours penser à lui.